tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Nous allons donc commencer par la chronique de mes lectures. Donc quel est le bilan de mes lectures du mois de juillet 2025 ? Alors, je peux vous dire que j'ai presque lu 11 livres. J'en ai lu donc 10 sûrs, mais le 11e est toujours en cours. Mais je vous en parle un peu plus bas. Alors, le premier livre que j'ai découvert en ce mois de juillet, enfin plutôt entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet, c'est Quand nos os retourneront à la terre de V.I. Schwab, publié chez Lumen, reçu en service de presse de la part de Ned Gallet. C'est un livre dans le genre fantastique, avec des vampires. Le cadre, c'est l'Espagne, les États-Unis et tant d'autres pays du monde. Personnages principaux, Maria, Lottie, Sabine et Alice. En résumé, une vie pour l'aimer, une nuit pour mourir, l'éternité pour se venger. Alice pensait avoir un brillant avenir devant elle, jusqu'au soir de sa mort, laquelle ne marque pourtant pas la fin de son histoire. Le lendemain matin, elle découvre l'inimaginable, elle est devenue une vampire. Sans aucun souvenir des événements de la veille, affamée et horrifiée, elle va tout faire pour retrouver la trace de celle qui l'a transformée, la mystérieuse inconnue avec qui elle a passé la soirée. Plus d'un siècle auparavant, Charlotte fait la connaissance de Sabine. Très vite, elle trouve en la jeune veuve une confidente, une mentor et même une amante. La nuit où elle se jure que jamais rien ne pourra les séparer, Sabine fait d'elle un vampire. C'est là le début d'une histoire d'amour passionnelle, longue de plusieurs décennies, qui finit par s'étioler à mesure que les instincts de prédatrice de Sabine prennent le dessus sur son humanité. Entre les deux femmes commence alors un jeu du chat et de la souris, entre jalousie féroce et promesses éternelles, qui laissera tout un tas de cadavres dans leur sillage, jusqu'à Alice. Alors, mon avis. J'ai beaucoup aimé et beaucoup apprécié cette lecture, que de nombreuses personnes ont quelque peu comparée à un autre roman de l'autrice, La vie invisible d'Adi Larue, et pour être tout à fait honnête, je partage cette impression. J'avais également beaucoup aimé ce titre, et dans cette nouvelle œuvre de V.I. Schwab, on retrouve une formule qui lui est propre. Des portraits de femmes qui luttent contre leur destin, puis contre leur propre nature, pour prendre leur vie en main, quitte à tout perdre. Elles racontent leur histoire en plongeant dans leur passé, révélant ce qui les a poussées à faire leur choix. Il y a autant de personnalités que de visages dans ce roman. On découvre une rousse au caractère bien trempé, déterminée à ne pas suivre le chemin qui lui a été tracé, manipulant certains éléments pour obtenir ce qu'elle veut. Une brune à la peau mate qui aspire à vivre une autre vie que celle que sa société et son époque lui imposent, sans jamais avoir son mot à dire. Et une blonde ayant vécu des événements difficiles dans son enfance et son adolescence qui ne rêve que de vivre et de devenir quelqu'un de différent. Leur rencontre, vous vous en doutez, va transformer leur vie et leur permettre d'avoir un tout autre destin. C'est cette évolution que l'on suit dans cette histoire. Comment ces femmes ont réussi à s'échapper des contraintes imposées par leur société, même si elles n'ont pas non plus choisi de devenir des vampires. En acceptant leur nouveau statut d'immortelles, elles trouvent alors un moyen d'accéder à la vie dont elles rêvaient, mais le chemin fut long et douloureux. L'autrice réussit avec brio à nous donner envie de tourner la page, d'en savoir plus, de comprendre ce qui a bien pu se passer. Si vous aimez les histoires de femmes qui se battent pour s'en sortir et vivre la vie qu'on leur refuse, avec une touche de fantastique, sans que ce soit trop mis en avant, puisque ce n'est pas tant le vampirisme qui compte, mais ce qu'elles en font pour atteindre leurs objectifs, et si vous n'êtes pas rebuté par un livre de 763 pages, alors vous trouverez autant de plaisir que moi à le lire. Les deuxième et troisième livres que j'ai lus, c'est la duologie Dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux, qui est publié sous forme de BD chez Ankama. C'est un genre, vous vous en doutez, Sherlock Holmes policier. Le cadre, vous vous en doutez, ça se passe à Londres. Les personnages principaux,
Sherlock Holmes et le docteur Watson, bien entendu. Et bien d'autres, bien entendu, il n'y a pas que eux, puisqu'il y a aussi les méchants. Et les victimes, pardon. Alors, en résumé, le tome 1. Un diagnostic médical du docteur Watson se révèle être bien plus que cela. La découverte d'une poudre mystérieuse sur des vêtements et d'un ticket de spectacle très particulier amène Sherlock Holmes à penser que le patient n'est pas l'unique victime d'un complot de grande ampleur. Le tome 2, qui ne vous spoilera pas, ne vous inquiétez pas. Dans la conclusion de cette affaire, Sherlock Holmes et le docteur Watson poursuivent la piste du ticket scandaleux à leur risque et péril. Quel genre de complot trame le sulfureux mage ? Le logicien de Baker Street en suspecte-t-il la réelle étendue ? Alors, mon avis. Se plonger dans la tête de Sherlock Holmes, littéralement, a été une expérience de lecture vraiment captivante et immersive. Suivre le fil rouge, découvrir le fonctionnement complexe du cerveau du célèbre détective a rendu cette nouvelle enquête particulièrement passionnante. Les dessins sont magnifiques, avec une ambiance très gothique, une colorimétrie principalement monochrome, ce qui renforce encore plus l'atmosphère mystérieuse et fascinante de l'histoire. L'intrigue est bien construite, originale, et la façon dont les révélations finales sont orchestrées est particulièrement astucieuse. J'ai passé un excellent moment de lecture et j'espère sincèrement que le scénariste Cyril Liéron et l'illustrateur Benoît Dahan créeront d'autres enquêtes, car je les lirai avec un grand plaisir. Ayant déjà lu et regardé de nombreuses adaptations de Sherlock Holmes, romans de Conan Doyle, séries télévisées, films, cette bande dessinée m'a offert une perspective nouvelle et rafraîchissante. Il ne me reste plus qu'à explorer les livres audio et les pièces de théâtre, si tant est qu'il en existe, pour continuer à découvrir toutes ces fascinantes réinterprétations. Si comme moi vous êtes fan de Sherlock Holmes, cette BD saura vous convaincre qu'elle mérite une place essentielle dans votre collection. Une expérience à ne pas manquer. Le 4e livre que j'ai lu, c'est La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore, publié chez De Saxus. C'est un livre fantastique qui se déroule dans le cadre de l'Académie Radcliffe. Les personnages principaux sont Esté, Matteo, Posey et bien d'autres. En résumé, le temps reprend tout ce qu'il prête. L'Académie Radcliffe est l'une des écoles les plus hantées des États-Unis. Esté, qui ne croit pas aux fantômes, décide de s'y inscrire pour se rapprocher de son père décédé, qui y avait lui-même étudié. Alors qu'elle visite la bibliothèque avec les nouveaux élèves, elle fait la connaissance de Matteo, qui est un fantôme, un vrai. Lorsque ce dernier vole un livre rare, Esté est accusée à tort et doit absolument remettre la main sur l'ouvrage sous peine d'être renvoyée. Mais suivre les traces de Matteo pourrait s'avérer plus dangereux qu'elle ne l'aurait imaginé. Des élèves disparaissent tous les 10 ans et si elle ne fait pas attention, Esté risque bien d'être la prochaine. Alors pour mon avis, j'ai passé un bon moment de lecture avec ce livre de la Bibliothèque des Ombres, même si ce n'a pas été une expérience transcendante comme je l'avais espéré. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est la façon dont l'auteur ou autrice nous fait suivre avec beaucoup d'intérêt les aventures d'Esté et de Matteo. Le cadre d'une vieille bibliothèque pleine de mystères apporte un charme indéniable à l'histoire et l'idée d'imaginer des fantômes entre les rayons confère une atmosphère magique et envoûtante. Cependant, cette magie est contrastée par la présence de monstres tapis dans l'ombre qui se nourrissent de peur et de sang tous les 10 ans. Au début, Esté est fermée à tout ce qui touche aux histoires de fantômes, contrairement à sa colocataire, Posey, qui a même créé un club de chasseurs de fantômes. Mais au fil de l'histoire, elle découvre qu'il existe bien plus de choses qu'elle n'aurait jamais osé imaginer, ce qui permet au récit de nous plonger dans les secrets sombres de cette bibliothèque mystérieuse. L'intrigue autour des disparitions d'adolescents tous les 10 ans et quelques révélations sur certains événements quelques années auparavant m'a vraiment captivée. Comprenant que son père était impliqué d'une quelconque manière, pousse la jeune fille à enquêter et s'allier avec le fantôme de Matteo, aussi séduisant qu'agaçant, et à se lancer dans une aventure qui bouleversera sa vie. Dévastée par la mort de son père, Esté s'était renfermée sur elle-même, évitant l'amour et la joie, mais cette histoire lui permet peu à peu de rouvrir son cœur, d'apprécier l'amitié, peut-être l'amour. Elle réalise que la vie est précieuse et cette prise de conscience fait évoluer son personnage de façon touchante. Si vous aimez l'ambiance gothique d'un vieux manoir transformé en école, de bibliothèques pleines de secrets et que vous n'avez rien contre une touche de romance et d'humour adolescente, je pense que vous pourrez apprécier ce livre.
Le 5e livre que j'ai lu sur ce mois de juillet, c'est La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey de Esther Fox, publié chez Faubourg Marinier. C'est un roman fantastique qui se déroule à Blackwood Abbey, avec comme personnages notamment Ivy, Ralph, Mrs. et Mr. Hewitt, Sir Arthur, etc. En résumé, d'un trait de plume, Ivy Radcliffe, 23 ans, devient Lady Hayworth, propriétaire d'un vaste domaine dans les Landes du Yorkshire. Ivy n'a jamais entendu parler de Blackwood Abbey, ni de l'ancienne lignée dont elle est issue. N'ayant rien pour la retenir à Londres depuis la perte de son frère durant la Grande Guerre, elle se dirige vers sa nouvelle maison. Mais l'atmosphère du manoir est pesante, les serviteurs réservés et méfiants. Cependant, un trésor l'attend derrière les portes closes, une magnifique bibliothèque. Malgré les avertissements énigmatiques du personnel, Ivy se sent irrésistiblement attirée par ces étagères poussiéreuses où des œuvres familières se mêlent à des textes étranges et ésotériques. Elle sent aussi quelque chose d'autre dans la bibliothèque, une présence qui semble avoir sa propre volonté. Des rumeurs tourbillonnent dans le village sur les anciens propriétaires, sur les fantômes et les malédictions, et sur un manuscrit énigmatique. À mesure que les événements deviennent de plus en plus sinistres, il appartiendra à Ivy de découvrir les mystères de la bibliothèque afin de récupérer sa propre histoire avant qu'elle ne disparaisse à jamais. Alors mon avis est assez mitigé. L'ambiance, le mystère, l'intrigue sont captivants, mais j'ai eu du mal à m'attacher à l'héroïne, Ivy. Si c'était l'intention de l'autrice, alors c'est un objectif atteint. Mais si ce n'était pas le cas, cela a un peu entravé mon appréciation du personnage. Ivy est une jeune femme des années 20, avec des moyens financiers limités et tout ce que cela implique pour elle. Elle hérite soudainement d'un magnifique manoir anglais et surtout de sa bibliothèque. On peut facilement imaginer l'excitation qu'elle ressent face à cette nouvelle vie. Cependant, un héritage aussi inattendu s'accompagne de contraintes, de difficultés, et Ivy va de surprise en surprise. Pas forcément bonne d'ailleurs, ces surprises. Le mystère entourant la bibliothèque est habilement construit, et j'ai trouvé que l'intrigue se déployait de manière très satisfaisante. Cependant, certains choix d'Ivy ont vraiment rendu ma lecture difficile, au point, d'envisager d'abandonner celle-ci. Mais une partie de moi voulait comprendre ce qui se cachait derrière toute cette histoire, et je suis quand même heureuse d'avoir persévéré. Au fur et à mesure que le roman avance, tout devient plus clair, et l'autrice a su finalement habilement troubler nos pensées tout au long du récit. Si vous êtes prêt à faire face à quelques questionnements et que la résolution du mystère arrive à prendre le dessus sur le reste, alors je pense que vous pourrez apprécier cette lecture. Le 6e livre dont je vais vous parler, c'est Les ombres de Willowthorn de Estelle Faye, publié chez Rajo. C'est encore un roman fantastique, du genre fantastique, qui se déroule à Londres, à l'université de Willowthorn. Les personnages principaux sont Liam, Wendy, Jude, Angus, Sowan et tant d'autres. En résumé, dans un 19e siècle où la magie est l'apanage des aristocrates, l'université de Willowthorn est l'une des plus sélectes et des plus secrètes d'Angleterre, lentement envahie par le givre et plongée dans un automne éternel. Par une nuit de novembre, à Londres, Liam, un bâtard irlandais des bas-fonds, échappe à un guet-apens et découvre qu'il est le fils illégitime du duc d'Arborn. Envoyé à Willowthorn par son père mourant, il devra lutter autant pour s'intégrer là-bas que pour survivre dans un monde hostile dont il ignore les codes et où le moindre faux pas peut lui être fatal. Épaulé par Wendy et Jude, ses amis d'enfance avec qui il forme un trio inséparable, il cherchera son chemin parmi les secrets et les fantômes, tout en tombant malgré lui sous le charme de l'intrigant Sowan Crowe. Alors, mon avis, j'ai absolument adoré ma lecture. C'est sans doute un coup de cœur pour cette année 2025.
Ce roman regorge de tout ce que j'aime. Des personnages à la fois attachants et révoltants, des mystères captivants, des secrets à foison, ainsi que des combats qui célèbrent la reconnaissance des différences. L'histoire suit Liam, un jeune homme d'origine irlandaise, inspiré par le romantisme de la fin du 19e siècle. Sa passion pour le thé et les romans gothiques ajoute une touche délicieuse à son caractère. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que Liam est le personnage à protéger. Et ce sont ses deux meilleurs amis, Wendy et Jude, qui prennent cette responsabilité. C'est rafraîchissant de voir des femmes se mettre en danger pour sauver un homme, incarnant des héroïnes badass et indépendantes. Bien que Liam ait ses propres capacités, la présence de ses amis est essentielle. Elle représente la voix de toutes les femmes dans leur monde, celles qui sont souvent étouffées pour faire moins de bruit et prendre moins de place face à des hommes avides de pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Ce roman porte également la voix des minorités, de ces personnes que l'on évite comme si elles étaient contagieuses. La voix de personnages forts et fiers d'être qui ils sont, indépendamment des préjugés de leur société. Si vous aimez les ambiances gothiques, fantastiques, ainsi que les romans qui célèbrent un message merveilleux et bienveillant, alors Les Ombres de Willowthorn saura toucher votre cœur tout comme il a touché le mien. Passons maintenant à mon 7e livre, Powerless de Lauren Roberts, aux éditions Olympe pour la version papier et sur Audible pour ma version audio. C'est un roman du genre fantasy qui se déroule au royaume d'Ilia et les personnages principaux sont Paydin, Kai, Kit, Adonna et bien d'autres. Le résumé. Seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Paydin fait partie des ordinaires, chassés et tués pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Paydin se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale pour mettre en valeur les pouvoirs des élites dont elle est entièrement dépourvue. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kai le fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire. Elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir. Tomber amoureux est peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire. Alors ici, disons que l'histoire était intéressante, l'intrigue bien menée, les personnages attachants et le world building hyper bien fait, mais même à la fin de ce tome, et pourtant quelle fin, je n'ai pas vraiment envie de connaître la suite. Il y a eu beaucoup trop de romances pour moi, et j'aurais aimé voir plus de choses sur ce monde de fantasy qui a été créé par l'autrice, sur son histoire avec un grand H, sur ce qui se cache dans l'ombre, pour défendre le monde dans lequel ils veulent vivre, ceux, CEUX, qui se cachent dans l'ombre, pour défendre le monde dans lequel ils veulent vivre. La version audio qui alterne les voix de genres différents pour les points de vue féminins et masculins m'a aussi un peu déroutée. Lorsqu'on s'habitue à une voix féminine pour Paydin, il est déconcertant d'entendre une voix masculine lorsqu'il s'agit des passages narrés par Kai, le personnage principal masculin, qui reprend la voix de la jeune femme. Cela rend vraiment difficile le suivi de l'histoire. Peut-être est-ce juste cela qui m'a empêché d'apprécier mon écoute pleinement, ou bien est-ce juste le poids trop présent des sentiments qui développe le côté romance. En tout cas, pour ceux qui aiment la romance, l'attraction exercée par les personnages entre eux et malgré eux, le slow burn, les triangles amoureux, les tournois, les combats à mort et la détermination à défendre ses convictions, alors ce livre sera fait pour vous. Le 8e livre que j'ai lu ce mois-ci, au mois de juillet, c'est le dernier tome de la trilogie de Library Jumpers, La briseuse d'illusions de Brenda Drake, publié aux éditions Lumen, qui est un roman du genre urban fantasy qui se déroule entre l'Irlande, les USA, l'Espagne et toutes les bibliothèques du monde. Les personnages principaux sont Gia, Afton, Bastien, Arik, Demos, Lai, Jaral, Edgar, etc. Le résumé du tome 1. Gianna, passionnée d'escrime et fervente lectrice, visite une bibliothèque de Boston lorsqu'un étrange jeune homme se volatilise sous ses yeux. Gia s'empare de l'ouvrage qu'il consultait et se trouve transportée de l'autre côté du globe, à Paris, dans une magnifique salle de lecture. Là, une bête menaçante arpente les rayons.
La jeune fille découvre alors qu'elle est une sentinelle chargée de protéger une société de créatures surnaturelles. Commence alors pour Gianna une série d'aventures ponctuées de révélations sur sa naissance et de grands dangers. Donc, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous faire le résumé du tome 2 ni du tome 3. Je vous révélerai pas la fin, puisque bon, là, j'arrive à la fin de cette série, il n'y a que 3 tomes. C'était donc le dernier tome. Mais je vais quand même vous partager mon ressenti, puisque je l'ai lu et que j'ai fini cette série. Alors, comme vous le savez peut-être, j'avais adoré le premier tome. Vous pouvez écouter mon épisode coup de cœur de février 2024 pour cela. Mais j'ai été un peu déçue par le deuxième tome, en raison d'une romance que je trouvais trop présente à mon goût. Voir l'épisode de juin 2024, où je parle de ce tome-là. Cependant, je suis vraiment ravie d'avoir donné une seconde chance à cette série. J'ai laissé passer un certain temps entre chaque lecture, et je pense que ça a été bénéfique. Cela m'a permis d'aborder ce dernier opus avec un regard frais et optimiste. Je suis heureuse d'avoir persévéré, car cette conclusion a été agréable à lire et surtout captivante. Je n'ai pas eu une seule seconde d'ennui. Si comme moi, vous avez trouvé le tome 2 moins réussi, n'hésitez pas à plonger dans ce tome 3, ce dernier tome, vous ne serez pas déçus et vous terminerez la série sur une note bien plus positive. Le 9e livre de ce mois de juillet, c'est le livre des portes de Gareth Brown, publié aux éditions Sonatine, qui est un roman fantastique, du genre fantastique, qui se déroule à New York, avec comme personnages principaux Cassie, Izzy, Drummond Fox, Hugo, la femme, etc., etc. En résumé, les livres sont des portes. Cassie Andrew travaille dans une petite librairie new-yorkaise. Elle mène une vie plutôt tranquille jusqu'au jour où un de ses clients préférés, un charmant vieux monsieur, est pris d'un malaise et meurt sous ses yeux. La jeune femme est surprise de retrouver près de lui un petit ouvrage rempli de dessins et de notes étranges dont il allait lui faire cadeau. Le livre des portes. Cassie et sa colocataire Izzy vont bientôt découvrir que cet ouvrage a un incroyable pouvoir, faire voyager dans l'espace et dans le temps. Grâce à lui, chaque porte s'ouvre en effet à l'époque et à l'endroit où on le désire. Mais le bonheur de nos 2 héroïnes est de courte durée. De mystérieux individus prêts à tout pour mettre la main sur l'objet menacent bientôt leur existence. Elles font alors la connaissance d'un bibliothécaire écossais, Drummond Fox, la seule personne susceptible de les aider. Ce dernier leur révèle l'existence d'autres livres magiques, le livre de la chance, le livre des illusions, le livre de la douleur, autant d'artefacts qui, s'ils tombaient dans de mauvaises mains, pourraient s'avérer terribles. Leur mission est désormais claire, percer le mystère de l'origine de ces livres et les réunir afin de les mettre à l'abri. Mais dans l'ombre, une mystérieuse femme veille avec d'obscurs desseins. Quête initiatique, lutte contre les forces du mal, voyage dans le temps, tous les ingrédients sont réunis ici pour un fantastique plaisir de lecture. En plus de personnages formidablement campés auxquels on s'attache immédiatement, le livre des portes est aussi et surtout un hommage sans précédent au pouvoir merveilleux des livres et des histoires. En voilà pour le résumé. Pour mon avis, j'ai absolument adoré ma lecture de ce roman. Cette histoire avait tout pour me captiver. Et c'était un véritable délice à lire. J'ai ressenti une palette d'émotions, j'ai eu peur, j'ai ri, j'ai même pleuré. C'est un véritable ascenseur émotionnel qui m'a donné envie de tourner les pages sans relâche pour découvrir la suite. L'intrigue est brillamment construite et chaque révélation a un impact fort. Le début semble cosy et tranquille, mais au fur et à mesure que l'histoire progresse, la tension monte crescendo. Puis, une petite pause arrive avant de nous replonger dans une aventure qui ne cesse de bousculer nos émotions et de surprendre les protagonistes, mais pas que. Je ne vous en dirai pas plus, car je vais vous laisser la chance de découvrir ce roman pour la première fois. Il a eu une telle saveur, pour moi, qu'il mérite d'être dégusté. Si vous aimez les personnages attachants et forts, les antagonistes horribles et effrayants, et si une pincée de fantastique ne vous fait pas peur, alors ce livre devrait vous plaire autant qu'à moi. Le 10e livre que j'ai terminé, c'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, publié aux éditions Big Bang pour la version papier et Audiolib pour la version audio. Je vous indique les 2 formats parce que j'ai écouté la version audio et je me suis acheté la version papier. Voilà.
vous en saurez plus tard. Le genre de ce roman, c'est une fantaisie qui se déroule dans l'Empire, oui, juste l'Empire, et plus exactement à l'Académie Blackcliff. Les personnages principaux sont Laia, Elias, la commandante et bien d'autres. En résumé, Laia est une esclave. Elias est un soldat. Aucun d'entre eux n'est libre. Sous l'Empire martial, la défiance est synonyme de mort. Ceux qui ne dédient pas leur sang et leur corps à l'empereur risquent l'exécution des personnes qu'ils aiment et la destruction de tout ce qui leur est cher. C'est dans ce monde brutal, inspiré par la Rome ancienne, que Laia vit avec ses grands-parents et son frère aîné. Sa famille survit comme elle peut dans les allées sombres et pauvres de l'Empire. Ils ne défient pas l'Empire. Ils ont vu ce qui arrive à ceux qui osent le faire. Mais quand le frère de Laia est arrêté pour trahison, Laia doit prendre une décision. En échange d'aider les rebelles qui ont promis de secourir son frère, elle doit risquer sa propre vie pour jouer les espionnes à l'intérieur même de la plus grande académie militaire de l'Empire. Là-bas, Laia rencontre Elias, le soldat le plus doué de l'école, et secrètement le plus réticent. Elias ne veut qu'une chose, se libérer de la tyrannie qu'il se doit d'appliquer de par sa formation. Lui et Laia réalisent rapidement que leurs destinées sont étroitement liées et que leur choix pourrait bien changer le sort même de l'Empire. Alors, mon avis. Encore un livre que j'ai absolument adoré. Une Bresse sous la cendre a été un roman vraiment génialissime. J'ai adoré l'écouter et je l'ai tellement aimé qu'en fait je me suis procuré la magnifique version reliée. Je tenais vraiment à avoir ce livre dans ma bibliothèque et à découvrir la suite. Ce roman a fait beaucoup de bruit, surtout avec sa réédition très attendue. Il avait été publié au départ chez PKJ, mais la fin n'avait jamais été traduite en France. Merci à Big Bang de l'avoir fait. J'ai donc suivi la hype autour de ce livre et je ne le regrette pas du tout. L'écoute de l'audiobook a été très agréable et claire. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que la voix du narrateur masculin ne se modifie pas pour interpréter les personnages féminins, ce qui a rendu l'expérience bien plus plaisante. Un grand merci à Maxime Baudouin et à Audrey Bodbol pour avoir donné vie à ces personnages si intéressants, profonds et sincères. La plume de Saba Tahir est fluide et elle parvient à nous faire ressentir de belles émotions tout en nous transportant dans un univers à la fois captivant et un peu glaçant. Elle décrit une société très autoritaire, agrémentée d'une touche de fantastique qui est vraiment appréciable. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées par nos héros, nous suivons leurs aventures avec plaisir. Si vous êtes à la recherche d'une histoire avec un univers bien construit et des personnages attachants qui luttent pour retrouver leur liberté, prêts à tout pour défendre leurs idéaux, alors ce tome 1 devrait vous embarquer, tout comme cela l'a été pour moi. Alors, on arrive maintenant au fameux presque 11e livre lu. C'est le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence, publié aux éditions Bragelonne, dans un relié magnifique. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas photo. C'est splendide, dans ma bibliothèque ça va faire. Vraiment génial. Bref. Donc, le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence, c'est une fantaisie, un genre science-fiction, peut-être fantastique. Là où j'en suis de ma lecture, je ne sais pas trop quoi en penser. Les choses que je sais, c'est que ça se passe dans la grande bibliothèque, que les personnages principaux, dont on a les points de vue, sont Livira et Evar. En résumé, la plus fabuleuse des histoires peut atteindre les étoiles. Evar a passé toute sa vie prisonnier d'une salle remplie de livres, plus ancienne que les empires, plus vaste qu'une cité. Livira vivait aux confins de la civilisation, où rôdent les cauchemars et où nul ne se rend. Lorsqu'elle est arrachée à son village, elle se consacre à l'étude des mystères qui irriguent la grande bibliothèque, cœur battant du royaume. Ils n'étaient pas censés se rencontrer. Dans la bibliothèque, leurs chemins se sont pourtant croisés. Leur histoire s'entrelace alors, cœur à cœur, à travers les univers et le temps. Faites de vérité et de mensonges, elles se brouillent et se confondent. Dans ce périple où la connaissance érode les certitudes, la plume a beau être plus puissante que l'épée, elle n'empêchera pas le sang de couler, ni les cités de brûler. Bon, ce livre étant assez épais, je n'en suis qu'à la page 280 sur 619,
je ne l'ai pas encore fini et nous sommes déjà le 2 août au moment où j'enregistre l'épisode. Mais pour le moment, ce que je peux vous en dire, c'est que j'aime beaucoup et que j'ai hâte d'en savoir plus et d'avancer dans cette intrigue vraiment mystérieuse. Pour le moment, je ne sais pas trop comment situer le roman. Si c'est de la fantasy, si c'est de la science-fiction, si c'est du fantastique. J'ai aussi un petit peu de mal à me repérer dans l'âge des protagonistes, mais chacun d'entre eux est attachant et certains plus énigmatiques que d'autres, et j'aime ça. Je me laisse porter par la plume de l'auteur et je verrai bien où cela me mènera. Dans tous les cas, je vous en dirai plus au mois d'août, enfin à la fin du mois d'août, quand j'enregistrerai l'épisode du mois d'août, alors restez connectés. Passons maintenant à la chronique d'écriture. Ce mois-ci, j'ai décidé de vous parler du Writing Plume Camp, organisé par l'agence La Plumerie entre le 1er juillet 2025 et le 31 juillet 2025. Comme je vous l'avais annoncé dans le dernier épisode, j'ai participé sur tout le mois de juillet à un challenge d'écriture. Une sorte de NaNoWriMo avec un Discord, des objectifs à atteindre et des défis réguliers. Chaque semaine, les organisatrices, Marie-Ève Flory et Andy Wu, nous avaient concocté un programme avec une préparation au camp pour se lancer avec tous les outils en main, dont un super tableau pour compter notre nombre de mots effectué par Coco. Comment planifier son manuscrit, créer un schéma narratif, développer ses personnages, les enjeux. Comment organiser sa routine d'écriture, avec un workbook pour réfléchir à nos contraintes, nos obligations, nos temps de loisirs et nos temps morts, comment intégrer notre routine d'écriture dans notre emploi du temps et des astuces pour limiter les distractions et bien entendu se concentrer. On a eu également des conseils pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et créer une communauté d'auteurs sur le Discord qui nous a permis de partager nos doutes, nos victoires et plein d'autres choses. On a eu également des sujets pour garder la motivation tout au long de son roman et prendre l'habitude d'écrire de façon régulière, comment créer un synopsis digne de ce nom et créer le pitch de son roman. Et également, les fondatrices et autrices sont aussi podcasteuses et donc elles nous ont concocté des podcasts et des vocaux sur le Discord quasiment tous les jours ou en tout cas toutes les semaines pour nous motiver. Pour rendre cette expérience encore plus inspirante, elles nous ont donné des défis à relever chaque semaine, allant du profil MBTI de notre personnage principal à la définition de notre profil d'autrice, notre ressenti à propos du challenge, trouver notre mantra, présenter notre roman, nos personnages sous forme de portraits chinois par exemple, ou même écrire de petits textes à partager sur le Discord. Puis chaque jour, nous devions partager notre progression et indiquer si notre objectif de jour était atteint. C'était vraiment très motivant. Maintenant que je vous l'ai présenté, en quelques mots, vous vous demandez certainement pourquoi je l'ai fait, et en tout cas, ce que cela m'a apporté. Eh bien, du vécu. On veut du vécu, Jessie, je vous entends d'ici. Alors, tout d'abord, je me suis inscrite à ce challenge parce que cela faisait au moins 2 mois que j'avais très peu écrit sur mon histoire. Je me sentais bloquée, pas sûre de moi, et je dois l'avouer, un peu perdue. Je ne savais plus par quel bout prendre mon histoire, je m'éparpillais à cause de mes 3 points de vue différents, et je ne finissais jamais ce que j'avais commencé. J'ai donc pris le temps de réfléchir, de procrastiner surtout, mais c'était nécessaire. J'avais trop d'idées et je n'arrivais pas à avancer, ni savoir comment m'y prendre pour tout raconter. Lors du salon de Créteil en Poche, je suis allée revoir David Brie et pendant qu'il me dédicaçait ses romans, nous avons abordé le statut de mes projets en cours. Si vous vous souvenez, j'avais rencontré David lors d'un atelier d'écriture organisé dans ma médiathèque et j'avais adoré son exercice d'écriture. Je voulais même, je crois, partager dans l'épisode où j'en parle, ça doit être celui de janvier, si je ne me trompe pas. Et si cela vous intéresse, je l'ai également interviewé pour le podcast. Bref, j'ai saisi cette opportunité de discuter avec lui de ce qui me bloquait. Nous avons beaucoup échangé et il m'a permis de voir mon histoire d'une autre façon. Je l'en remercie tellement, cela m'a vraiment débloqué. Faire ce challenge d'écriture m'a permis de donner un second souffle à mon histoire, de me sentir un peu moins perdue et de reprendre l'habitude d'écrire, que j'avais bien perdue avec ces 2 mois sans raconter mon histoire à mon PC. Et j'ai enfin avancé.
J'ai repris mon texte, relu ce que j'avais déjà écrit, remis du contexte, affiné un peu plus mon plan et je me suis surtout focalisée sur un sujet, un point de vue et tout ça m'a donné l'élan créatif dont j'avais besoin. Aujourd'hui, j'ai envie à nouveau de raconter cette histoire qui me tient à cœur et suis ravie d'avoir pris mon courage à deux mains et d'arrêter de tout remettre au lendemain. Cependant, cela n'a pas été facile tous les jours, je dois le reconnaître. Entre la fatigue, le manque de temps, la démotivation ou la procrastination, certains jours j'ai dû lâcher prise. Malheureusement pas sans culpabiliser. Et ouais, bien sûr, sinon ça n'aurait pas été drôle. Parfois, je m'épuise toute seule. Bref, sur les 31 jours qu'a duré le Writing Plum Camp, je n'ai pas écrit pendant 9 jours. Pas d'affilée, on s'entend, mais par petites coupures. Et j'ai écrit pendant quand même 22 jours. Et il faut, sachez-le, 21 jours pour prendre une habitude. C'est donc plutôt encourageant. J'avais un objectif de 1000 mots par jour. Je me suis fixé ce nombre de mots car je sais, pour l'avoir fait pour mon projet Paranormal Détective, que j'en suis capable. Mais pour ne pas me décourager trop facilement, je me suis imposé ce rythme raisonnable et ça a payé. Donc on avait un objectif de 1000 mots par jour, au moins, et au moins 25 000 mots au total à la fin du challenge. C'était des objectifs plutôt raisonnables. Et devinez quoi ? Je l'ai fait. À ce jour, j'ai déjà écrit 60 090 mots en tout, dont 31 558 mots rien que pour ce challenge. Alors je ne peux que être fière de moi, d'avoir tenu sur la durée, d'avoir permis à mon histoire de prendre un peu plus forme et à donner une chance à mes personnages de vous raconter leur histoire. Merci à Marie-Ève Flory et Andy Wu d'avoir organisé ce challenge sur un mode ludique et pourtant très sérieux. Merci à tous les participants pour les encouragements et les échanges que j'ai pu lire tous les jours de ce mois de juillet. Si vous n'avez jamais boosté votre écriture grâce à un challenge de cette nature, n'hésitez pas à suivre la plumerie sur leur page Instagram pour vous tenir informé des prochains événements. D'ailleurs, est-ce que je pourrais pas vous partager le pitch que j'ai écrit pour ce défi ? Bon, il n'est bien entendu pas parfait, du tout, il est bien trop long, mériterait certainement que je m'y penche un peu plus. Mais voilà en quelques mots ce sur quoi je travaille en ce moment et ce sur quoi je me suis concentrée pendant tout le challenge du Writing Plum Camp 2025. Naëlie, la fille d'une sorcière au sang pur et d'un pirate, se lance dans une quête périlleuse pour retrouver l'assassin de sa mère. Accompagnée de son fidèle ami Salomon, transformé en chat par un sort malheureux, elle navigue à travers des terres enchantées et des dangers insoupçonnés. Parallèlement, abandonné par les siens, Théodoric, le fils sans magie d'une lignée de sorciers au sang pur, se bat pour protéger les humains qui l'ont élevé. Il est déterminé à contrecarrer les plans d'extermination orchestrés par les sorciers au sang pur, qui voient les humains comme l'engeance à détruire pour maintenir la pureté de leur lignée. En menant leur quête, Naëlie et Théodoric vont découvrir que la vengeance peut être un puissant moteur, mais elle laisse aussi des cicatrices profondes. Ils devront affronter leurs démons intérieurs et décider de ce qui compte vraiment. La vengeance ou la rédemption. Voilà, c'était mon petit bilan du Writing Plum Camp 2025 et de mon statut de là où j'en suis en ce moment avec mon écriture. Passons maintenant à la troisième partie de ce podcast, la chronique, mais pas que. Alors, comme d'habitude, je vous parle de livres. Je me suis dit que peut-être ce mois-ci, je pourrais vous parler de séries télé, de films, que j'attends ou que j'ai bien l'intention de regarder cette année. Pour commencer, il y a la série Wednesday sur Netflix. Le résumé, pour ceux qui seraient passés à côté, Mercredi Adams est envoyée par ses parents au sein de la Nevermore Academy, dans le Vermont. Elle tente désormais de s'adapter à sa nouvelle vie dans cette école, tout en enquêtant sur une série de meurtres qui terrorisent aussi bien les habitants de la ville que les élèves de Nevermore. Si comme moi, vous avez vu la série en noir et blanc, les films et les dessins animés de la famille Adams, vous ne pouvez que tomber sous le charme de cette série. Moi, en tout cas, j'adore l'ambiance gothique et l'actrice Jenny Ortega, qui est vraiment parfaite, je trouve, dans le rôle de Wednesday.
Elle reprend un rôle qui avait été pris dans les années 90-2000 par une jeune actrice, Christina Ricci, qui avait joué d'ailleurs, je crois, aussi dans Sleepy Hollow avec Johnny Depp. J'aime déjà à la base la série de la famille Addams. J'adore Morticia. Je l'ai même en figurine pop dans ma vitrine parce que je la trouve fabuleuse. J'adore quand elle coupe le haut des roses. C'est tellement... Voilà, ça représente bien l'ambiance gothique que j'adore. Donc du coup, Wednesday, forcément, c'est une valeur sûre pour moi. J'aimerais également découvrir le film Le Murder Club du jeudi, basé sur le premier roman que j'ai lu en cette année 2025, roman écrit par Richard Osman et que j'avais adoré. Et vous pouvez retrouver mon avis dans l'épisode de janvier. Le casting est prometteur, alors j'ai hâte. Il y a, soit dit en passant, Pierce Brosnan, qu'on a déjà vu jouer des rôles à la James Bond et bien d'autres films. Pour le résumer, Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron frisent peut-être les 80 ans, mais ils en ont encore sous le capot. Et en dépit de leurs carrières très différentes, depuis le psychiatre jusqu'à l'ex-syndicaliste, sans compter la probable carrière d'espionne d'Elizabeth, un passe-temps insolite les unit, bien plus exotique qu'une partie de Scrabble. Tous les jeudis, le quatuor s'attelle à de vieilles affaires de meurtre non résolues, bien décidé à en découvrir le fin mot là où la police a échoué. Aussi, lorsque l'associé du directeur de leur maison de retraite est retrouvé assassiné dans sa cuisine, les 4 acolytes y voient l'occasion d'exercer leur talent sur une affaire toute fraîche. En faisant jouer leur relation, ils parviennent à inclure dans l'enquête une policière dont ils ont récemment fait la connaissance, Donna De Freitas, par l'entremise de laquelle ils restent au courant de l'évolution du dossier. Bien décidé à résoudre le meurtre, ce gang d'enquêteurs plutôt atypique table sur ses méninges bien entraînés et les moyens pas toujours très orthodoxe à sa disposition pour découvrir l'identité du tueur. Un cozy crime à la plume raffinée et à l'humour mordant où l'on discute meurtre entre 2 tasses de thé et quelques scones. Pour tous les fans de cozy mystery comme moi, ce livre et ce film devraient forcément vous plaire. L'autre série que j'attends vraiment avec impatience, c'est la 5e saison de Stranger Things. Je vous rappelle que la saison 1 est sortie en 2016. On est en 2025. Que les personnages ont bien grandi depuis, mais j'ai quand même hâte de savoir où ils en sont rendus et ce qui va se passer. Pour le résumer, pour ceux qui seraient également passés à côté, quand Will Byers disparaît, la petite ville d'Hawkins découvre une affaire mystérieuse, des expériences secrètes, des forces surnaturelles terrifiantes. Et Mike, le meilleur ami de Will et leurs amis, rencontrent une fille prénommée Eleven alors qu'ils cherchent à comprendre ce qui a bien pu arriver à Will. Cette rencontre va changer leur vie à tout jamais. Entre amitié adolescente et ambiance très marquée par les années 70 ou 80, entre pop culture et horrifique, semi-horrifique, vous ne pouvez qu'aimer cette série intrigante et poisseuse. Moi en tout cas, je l'adore et j'ai vraiment hâte de voir la suite, qui d'ailleurs va être diffusée je crois fin décembre 2025, début janvier 2026. Et vu le temps accordé à chaque épisode, c'est quasiment des films qu'on va voir. Alors je comprends que ça a pu prendre du temps, du coup, mais j'ai aussi hâte de voir et j'espère que ça sera aussi formidable que le temps que ça va durer et le temps qu'on a attendu. Voilà. Si vous avez d'autres séries à partager et pour lesquelles je ne dois surtout pas passer à côté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en m'écrivant sur ducappuccino@gmail.com. Passons maintenant à la dernière chronique de ce podcast du mois de juillet 2025, la petite question du jour. Alors, on va continuer dans l'idée des séries et des films, et cette fois on va parler des livres et des histoires que j'aimerais voir un jour diffusées au format série télé. Oui, une série de livres diffusée en série télé. Ce serait pas mal, hein. Tout d'abord, et en priorité,
L'assassin royal de Robin Hood. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois, il y a même eu un épisode coup de cœur sur les 3 premiers tomes de la collection J'ai lu. Mais pour vous remettre un peu de contexte, voici en gros le pitch de cette saga. On y suit Fitz, de son enfance à son âge adulte, lorsqu'il est déposé par son grand-père maternel aux portes du château de son père, un des princes héritiers de la couronne. Entre complot et manigance, Fitz prend sa place dans sa famille royale, aux grandes dames d'un de ses oncles. Mais pas une place de descendant royal, mais d'assassin au service du roi, son grand-père paternel. Et c'est tellement génial que le voir en série serait, je pense, vraiment très agréable. Si vous aimez la fantaisie épique, les complots et les héros attachants, alors cette série ferait un carton plein. Alors qu'attendez-vous, les producteurs et les réalisateurs ? Lancez-vous. Ensuite, j'aimerais bien, je pense, voir la série de Blackwater de Michael McDowell en série télé ou en série de téléfilm, à savoir. Pouvoir retrouver la famille Casquet et la Perdido, dont voici la 4e de couve du tome 1. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Mené par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est compté sans l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damer, jeune femme séduisante au passé trouble, dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. Si vous aimez les sagas familiales, qu'une touche étrange, voire de fantastique, ne vous fait pas peur, alors vous aussi, vous aurez envie, comme moi, de voir en images l'ambiance sombre et les manigances si bien décrites par la plume de l'auteur. En dernier, parce que je vais quand même pas vous donner toutes les séries, il y en aurait trop, mais je pense que celle-là, ça serait pas mal aussi. Je dirais la très longue saga de policiers historiques d'Anne Perry, les enquêtes de Thomas et Charlotte Pitt. Il y en aurait pour des heures de visionnage, mais ce serait un pur bonheur pour moi qui adore cette série. Pour vous remettre un peu de contexte, on est sur l'histoire d'un policier anglais, toujours assigné au meurtre effectué dans la sphère bourgeoise, car il a ce subtil contact avec eux, et lors de l'enquête sur l'assassinat d'une jeune femme, il va faire la rencontre de sa petite sœur, Charlotte. Celle-ci est déterminée à comprendre ce qui a pu arriver à sa sœur et pourquoi. Charlotte devient une alliée sans pareil pour Thomas, car issue de la bonne société, il lui est plus facile pour elle de s'infiltrer et de découvrir ce que jamais on ne révélerait à un policier d'une condition inférieure. Si vous aimez les polars historiques qui se situent à la fin du 1800, où la bonne société savoure des scones et du thé, tout en enquêtant sur des meurtres sordides avec des personnages attachants, alors cela devrait vous plaire aussi. Même si ces livres ne passeront peut-être, on a le droit de rêver, jamais à la télé, rien ne vous empêche de vous plonger dans leurs romans et de découvrir leur univers fabuleux, leurs histoires et leurs protagonistes profonds, tellement complexes que vous ne pourrez que les aimer. Et vous, quelle série de livres ou quel one-shot souhaiteriez-vous voir adapté au cinéma ou à la télé ? Laissez-moi vos commentaires ou écrivez-moi à ducappuccino-et-des-livres@gmail.com. Alors, je vous ai présenté les chroniques de mes presque 11 lectures papier et audio du mois de juillet 2025. La chronique d'écriture apportée sur le Writing Plume Camp auquel j'ai participé entre le 1er et le 31 juillet 2025. La chronique, mais pas que, sur les séries et les films que j'attends avec impatience. Et la petite question du jour sur les séries de livres que j'aimerais bien voir un jour adaptées en série ou en film. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu, que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists de livres ou de séries à regarder, mais pas que. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram @jess_angel ou vous pouvez également m'envoyer un mail à ducappuccino-et-des-livres@gmail.com.
Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle en vous rendant sur le site d'hébergement du podcast, podcast.ocha.co du cappuccino et des livres, en cliquant simplement sur s'abonner. Je vous y annonce l'arrivée des nouveaux épisodes et des sujets du mois abordés dans les grandes lignes. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.